Après faire la paix par les traités, nous allons aborder un autre aspect de la paix, faire la paix par la sécurité collective. Et on va s'intéresser en particulier à l'Organisation des Nations Unies sous son secrétaire général Kofi Annan. L'ONU a été créée en 1945 dans le but de construire une paix universelle. C'est à la fois son utilité et sa légitimité, une paix par la sécurité collective, c'est-à-dire par la coopération et le dialogue entre les différents États qui composent l'ONU. En 1945, ils étaient une cinquantaine, aujourd'hui près de 200. Le paradoxe de l'ONU, c'est qu'elle n'a pas réussi à empêcher la récurrence des guerres, le recours à la violence dans les relations internationales. Toutefois, elle a été marquée dans son histoire par des secrétaires généraux comme Kofi Annan. C'est pour ça qu'on va s'intéresser à lui, couronné par le prix Nobel de la paix, en même temps que l'institution en 2001. Donc des secrétaires généraux qui ont marqué de leur empreinte, par leur action, par leur charisme, l'Organisation des Nations Unies. Kofi Annan, c'est, on va le voir, un idéaliste, mais pas seulement. Comme Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères français de l'époque de Kofi Annan, le dit, c'est avant tout un pragmatique efficace. Donc entre idéalisme et pragmatisme, comment a-t-il réussi à insuffler un nouvel esprit, faire renaître l'ONU dans l'après-guerre froide? Kofi Annan est un Ghanéen de naissance. Il est devenu fonctionnaire international après des études d'économie aux États-Unis et en Suisse. Et d'une certaine manière, son action diplomatique se confond avec celle de l'ONU parce qu'il a passé plus de 30 ans dans l'organisation et c'est le seul secrétaire général de l'ONU qui a accédé aux plus hautes responsabilités par la promotion interne. Donc d'une certaine manière, son long engagement au service de la paix se confond avec l'histoire de l'ONU des années 60 aux années 2000. Avant d'être secrétaire général entre 1997 et 2006, donc il a enchaîné 2 mandats, il était entré dès les années 60 dans l'organisation. Il a grimpé petit à petit les échelons. C'est quelqu'un qui est dès le démarrage très sensible aux questions de développement, puisque ses premières missions lui donnent des responsabilités plutôt économiques. Et dans les années 90, il s'engage au service de la paix, alors que le monde est marqué par de très graves conflits militaires. Il a été très marqué dans sa carrière par le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et par la guerre de Bosnie. C'est ce qui fonde un engagement à partir de 1997 résolu au service du développement, mais aussi de la paix. Donc 2 mandats de 5 ans, entre 1997 et 2006, qui lui valent en 2001 le couronnement par un prix Nobel pour lui ainsi que pour l'organisation. Lorsqu'il a été nommé secrétaire général, il a dit qu'il voulait faire renaître l'ONU, insuffler un nouvel esprit. Et on se rend compte que c'est ce qu'il a fait à travers une action décisive pour les droits humains, ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Alors, repartons du prix Nobel de la paix de 2001. Lorsque le comité suédois Nobel lui remet ce prix, c'est au nom d'une action qui a consisté à donner un nouveau souffle aux Nations Unies, comme je le disais. Lui-même, son programme de 1997 était de rénover les Nations Unies. Alors, dans le détail, qu'est-ce qui a été fait? D'abord, premier axe, son action a consisté à prévenir les conflits armés, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, puisque la décennie 1990 peut être caractérisée comme une décennie du chaos en Afrique, avec des conflits en Afrique de l'Ouest, dans la Corne de l'Afrique, dans l'Afrique des Grands Lacs, le Rwanda, le Burundi. Et puis, dans les années 90, vous avez aussi au Moyen-Orient le conflit irakien, par exemple. Son action a contribué à faire reconnaître en 2005, au nom de la protection des populations civiles, un droit des Nations Unies et des États des Nations Unies à intervenir dans les conflits pour protéger les populations civiles. Ça, c'est le premier axe et ça détermine tous les autres, à savoir mettre l'humain, les humains et les populations civiles au cœur de la politique de l'ONU. Alors, ça recouvre d'autres dimensions. La deuxième dimension, c'est la fixation des objectifs du millénaire, qui sont des objectifs de réduction de la pauvreté et de développement, pas seulement économique, mais social, humain.
Il avait fait par exemple de la lutte contre le sida, en particulier en Afrique, il est ghanéen d'origine, une affaire vraiment personnelle, d'engagement personnel. Toujours dans la même optique de mettre l'humain au cœur des préoccupations, il a fait signer des partenariats entre les entreprises, les ONG et les États, qu'on appelle le Global Compact, enfin qui s'appelle le Global Compact, le pacte mondial, lancé en 2000, pour que tous les acteurs de la communauté internationale, États comme entreprises, comme ONG, travaillent dans le même sens. Ça, c'est le troisième axe. Le quatrième axe, c'est une action en faveur de la rédaction d'un nouveau droit international, d'une nouvelle législation internationale à travers de nouvelles institutions. Par exemple, il a contribué au début des années 2000 à la création de la Cour pénale internationale qui a été instituée en 2002 dans le cadre de l'ONU pour juger des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il a aussi poussé à la création au sein de l'ONU d'un Conseil des droits de l'homme. Voilà. Tout ça a débouché sur une nouvelle approche des conflits par l'Organisation des Nations Unies, une approche moins passive et plus active, avec donc le vote dans l'Assemblée générale en 2005 d'un droit de protéger, d'un droit d'intervention pour protéger les populations. Voilà le nouveau souffle instillé par Kofi Annan jusqu'en 2006. Alors, son action a quand même rencontré des limites. Ce sont les limites de l'action de l'homme, ce sont aussi les limites de l'ONU. Première limite à son action, il faut remonter aux années 1990, quand il était responsable du maintien de la paix et de la reconstruction dans les pays en guerre. On lui reproche notamment sa gestion du conflit en Irak, de la reconstruction en Irak, avec le programme Pétrole contre nourriture, qui a été entaché de malversations et d'erreurs de gestion financière assez graves. On lui reproche aussi sa passivité lors du conflit au Rwanda, puisque l'ONU a mis du temps à comprendre les tenants et les aboutissants des massacres qui avaient démarré en 1994 et qui allaient déboucher sur un génocide de 800 000 Tutsis. D'autre part, d'autres reproches lui ont été faits, alors plutôt du point de vue des Américains, puisque lors du déclenchement de la Deuxième Guerre en Irak en 2003, Kofi Annan a eu des mots très durs contre les Américains en déclarant la guerre illégale, mais il n'a rien pu faire pour empêcher que les Américains sortent de la légalité internationale, c'est-à-dire partent en Irak sans mandat de l'ONU, organisent une coalition d'une cinquantaine d'États, comme on le verra dans la prochaine séance, et portent la guerre contre le régime de Saddam Hussein. Alors, ça lui a aliéné le soutien des Américains, qui se sont comportés de manière de plus en plus unilatéraliste au sein de l'ONU et qui, à sa suite, ont porté à la présidence, par leur influence très forte, le Sud-Coréen Ban Ki-moon, qui était, lui, très très docile par rapport à l'attitude des Américains. Dernière limite de son action, après son départ, comme il était une autorité morale charismatique au service de la paix, on lui a confié une mission de paix en Syrie en 2012, au moment où se déclenchait la guerre civile. Et il en a démissionné parce qu'il n'a pas eu les moyens, on ne lui avait pas donné les moyens de pouvoir s'interposer entre les belligérants. Bon, tout ça fait tout de même un bilan exceptionnel. C'est un homme qui, à sa mort en 2018, a été célébré comme sans doute le secrétaire général le plus influent, le plus charismatique de l'ONU depuis sa fondation et les premiers secrétaires. Voilà. Et son œuvre au service de la paix a été reconnue internationalement. On peut dire sans hésiter qu'il a réveillé l'ONU d'une certaine manière. Et il a lancé des pistes de réforme qui n'ont pas encore totalement abouti. La première, c'est une participation élargie de la société civile à l'ONU, à travers les ONG, ça on l'a vu. La deuxième piste, c'est une attention beaucoup plus grande au développement humain et social, ça aussi on le voit. Et la troisième piste, c'était aller vers une force d'intervention, une sorte d'armée de l'ONU, une force d'intervention permanente qui aurait eu un poids beaucoup plus grand dans les conflits. Et ça, c'est une réforme qui n'a pas encore abouti.